Bonsoir à tous, bienvenue ce soir dans Genève à chaud, spécial Marquis de Sade. Nous allons parler, mesdames, messieurs, de Donatien Alphonse François Marquis, ou peut-être comte d'ailleurs de Sade. Il a eu les deux appellations toute sa vie. Alors on connaît Sade, ou on croit connaître Sade, par toutes sortes d'images, par une fantasmagorie, nous disait tout à l'heure l'une de nos invitées, Souputala, avec laquelle on avait une petite causerie avant cette émission. Sade est né le 2 juin 1740, au début du règne de Louis XV. Il est mort 74 ans plus tard, le 2 décembre 1814, lors de la première restauration. Il a donc traversé l'Ancien Régime, la Révolution, les révolutions même, le consulat, l'Empire, une partie de la Restauration. Il est mort dans un asile de fous, le fameux asile d'aliénés de Charenton. Il a passé 27 années de sa vie en détention, tantôt en prison, tantôt chez les aliénés. On ne savait pas trop où le mettre. Et il nous laisse une œuvre littéraire, une œuvre dont nous parle la Fondation Martin Baudemer. L'exposition s'appelle Sade, un athée en amour. Elle vient de s'ouvrir ce week-end. Elle dure jusqu'au 12 avril 2015. Et la grande partie de cette émission consistera à recevoir M. Jacques Berchtold. M. Berchtold est le directeur de la Fondation Martin Baudemer. Surtout, allez voir cette exposition, peut-être pour déconstruire un peu l'image de Sade et puis laisser place à une autre. Sade, assurément, un grand écrivain de la littérature française. Auparavant, nous allons parler d'un serpent de mer. Ça devient doucement, c'était un lézard, mais il devient un serpent de mer, le Praille Acacia Vernet. Une initiative est lancée au sujet du Praille Acacia Vernet. Je vais vous donner son nom. Elle s'appelle Débloquons le Pave, le Praille Acacia Vernet, et construisons. Nous avons la présidente du comité d'initiative, Souputala Vert Libéral, et nous avons le vice-président du comité, Aristos Marcou, est membre du PLR et d'ailleurs candidat en ville de Nancy au municipal. Alors, à quoi sert une initiative? Est-ce qu'elle va vraiment débloquer le Pave? On attend encore l'érection du moindre gratte-ciel. Pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Bonsoir à tous et bienvenue. Demain, avec Daniel Warner, nous parlons de la question raciale aux États-Unis depuis 2 siècles, mais notamment, vous savez qu'elle fait fureur ces jours suite aux événements dont nous parlons beaucoup par rapport à cette décision de justice. Bonsoir à tous. D'abord, bonsoir Monsieur Berchtold. Bonsoir. Bienvenue. Merci pour votre invitation. On parlera de Sade tout à l'heure. Hein. Monsieur Berchtold, juste un mot avant de donner la parole à Madame Poutala, Monsieur Marcou. Comment s'est passé le vernissage, l'inauguration de Sade à la Baudemer ce week-end? Alors c'était un grand succès. Le public est venu avec évidemment une grande curiosité. On est plus habitué à la Fondation Baudemer de célébrer des auteurs comme Dante, Shakespeare ou Goethe. Il y avait là quelque chose d'un peu décalé qui, en même temps, excitait précisément la curiosité. Et tout le monde a été rassuré. C'est une exposition de haute tenue scientifique qui met en avant la contextualisation historique, qui présente toutes sortes de documents jamais montrés dans l'histoire jusqu'à présent. Et c'est une exposition qui peut être vue par tous les publics. Y compris, nous disiez-vous, à notre grande stupeur, Souputala, Aristos Marcou et moi-même, à 2 minutes de l'émission, par les enfants des écoles primaires. Vous êtes sûr, Monsieur Berchtold? Alors voilà, c'est un challenge que je me suis imposé, une exposition sur Sade, mais une exposition sur Sade que je me fais fort de présenter, de guider moi-même à toutes les classes scolaires qui voudront bien venir. C'est une de nos missions importantes à la Fondation Baudemer que de recevoir les visites des écoles. Or, nous avons mis l'accent à la fois sur le rapport à l'Italie, donc le contraste avec l'ancêtre lourd de Sade, c'était la femme idéalisée par Pétrarque, mais nous avons également mis l'accent sur la cause carcérale et la problématique du créateur littéraire en prison. En précisant que la famille, alors c'est une grande famille noble, hein, la famille du marquis de Sade, ou comte de Sade, hein, se prétendait descendre de l'or, l'amoureuse de Pétrarque. Absolument. Et donc là, la Fondation Baudemer avait évidemment beaucoup plus de documents concernant Pétrarque et la femme qu'il a idéalisée, qu'il a juste croisée une fois.
et qu'il a érigé comme une sorte d'élément qui allait le conduire à un niveau spiritualisé de l'amour. Eh bien, c'est une réalité, c'est un clin d'œil humoristique de l'histoire. Voilà que cette femme qui a inspiré l'amour le plus sublimé, le plus spiritualisé de l'histoire, avec la Béatrice de Dante qui est fictionnelle, eh bien, voilà que c'est l'ancêtre réellement, dans la réalité historique, c'est l'ancêtre du marquis de Sade qui, lui, situe l'entièreté de l'amour dans les glandes et dans les pulsions et dans le désir de l'homme et nie totalement toute pertinence à quelque niveau métaphysique que ce soit. Alors, on revient tout à l'heure sur Sade, un athée. En amour, il nie la pertinence de la métaphysique, un homme profondément athée, un rebelle, un libertin, mais pas seulement, un révolutionnaire à certains égards, peut-être même un révolutionnaire de la littérature elle-même, l'ascendance féodale, antique ou même italienne, peu connue, sur laquelle vous allez nous éclairer tout à l'heure, et sur laquelle nous éclaire cette exposition qui vient de s'ouvrir à la Baude-Mer. À tout à l'heure, M. Berstode. Bonsoir, Souputala. Bonsoir, Pascal Descaillés. Bonsoir, Aristos Marcou. Bonsoir, Pascal Descaillés. Je commence avec vous, Souputala. Vous faites renaître de ses cendres le Pave, le Praille Acacia Vernet. Vous dites maintenant, ça suffit, on arrête les palabres, on lance une initiative. Qu'est-ce qui vous pousse à cette démarche, au fond ? Écoutez, ce qui me pousse, c'est de voir se concrétiser et se réaliser le plus grand périmètre déclassé ces 50 dernières années. C'est Praille Acacia Vernet, c'est 230 hectares de déclassés en 2011. On en parle depuis 2005, depuis la première image directrice qui avait été faite par la Fondation des terres industriels. Aujourd'hui, ce périmètre doit devenir une réalité pour les Genevois. On a besoin d'un plan Marshall pour le logement, donc il faut impérativement que ce périmètre se construise. Donc il faut, pour le construire, se donner les moyens et remettre ceci à l'agenda politique, ou en tout cas dans les priorités politiques de notre canton. Vous dites, et je donne tout de suite la parole à Aristos Marcou, qui est votre vice-président de comité initiative, vous dites logement. Moi, j'adorerais, mais dans l'esprit des gens, le Pave, d'abord le Pave, ça n'existe pas, c'est de la virtualité, c'est vraiment de la poudre aux yeux de l'époque de M. Marc Muller et consorts, c'est ça, le Pave pour les gens. Mais le logement, pour le moment, il y en a très peu, ou alors c'est du logement pour les bourgeois. Qu'est-ce qui nous garantit que le Pave logera socialement les gens qui en ont vraiment besoin? Alors, la loi du Pave qui institue le déclassement du Pave, il y a 2/3 de logements d'utilité publique, donc des loyers contre 30% de loyers libres. 2/3 de logements en utilité publique, c'est énorme pour ce périmètre. C'est justement des loyers bon marché, c'est des loyers accessibles. Et j'espère qu'il s'y construira beaucoup de coopératives de logements grâce au LUP. Alors, Aristos Marcou, vous êtes actif chez les Jeunes Libéraux Radicaux, vous êtes candidat à Nancy, au municipal, passionné par la politique. Qu'est-ce qui vous amène dans cette aventure du Pave, au fond? Qu'est-ce qui m'amène dans cette aventure? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est un projet qui, c'est assez rare pour être souligné, qui, quand il a été lancé, a eu l'avantage de mettre plus ou moins tout le monde d'accord sur le principe que c'était la zone où il fallait faire quelque chose. Depuis 2005-2006, concrètement, on a beaucoup parlé, on a très très peu agi. Et ce pourquoi... Il n'y a rien pour le Non, tout à fait. Et c'est toujours le même problème à Genève, c'est que c'est un projet qui 230 hectares, ça ne se construit pas comme ça en 2 secondes. Et on a toujours ce problème d'enchevêtrement de responsabilités qui fait que tantôt vous êtes... On ne sait pas qui fait quoi. Exactement. Hein, vous êtes d'accord? Voilà. Ouais. Et moi, ce qui m'a plu quand Sou m'a contacté pour ce projet, c'est qu'elle apporte... alors, je vais faire une citation que je pense que vous allez beaucoup aimer. Je crois que c'était Khrouchtchev qui disait « Quel numéro de téléphone pour l'Europe ?» Eh bien, nous, on a envie de faire quel numéro de téléphone pour le Pave et que cette fondation le devienne. C'est-à-dire qu'on ait quelqu'un qui puisse dire « Ok, là, on peut construire, là, on peut faire ça, là, on peut faire ça, là, on peut pas faire ça, mais par contre, on peut faire comme ça. » Et voilà. Alors, Khrouchtchev, non seulement il faisait ça, mais il prenait sa chaussure et il tapait avec sa chaussure, c'était à l'ONU, je ne sais plus, au début des années 60. Hein. Mais il n'y avait pas pour autant l'érection de gratte-ciel, parce que pour le moment, on a des maquettes. J'ai demandé à la régie, et je la remercie, de nous faire défiler des maquettes. Mais ces maquettes d'architectes magnifiques, pour le moment, c'est de la pure virtualité. Comment votre initiative, donc je vais rappeler le nom, Souputala, elle s'appelle... débloquons le Praille Acacia Vernet, déployons vite le Pave et construisons. Comment est-ce qu'elle pourra concrétiser les choses? Justement, le but de cette initiative, c'est de permettre
aux divers acteurs, que ce soit l'État, les communes ou les acteurs qui sont présents dans le PAV, les entreprises et les privés qui sont présents, d'être réunis et, comme disait Aristos Marcou, d'avoir un seul interlocuteur, un numéro unique pour le PAV. C'est de se donner aussi les moyens de construire ce Praille Acacia Vernets, parce qu'aujourd'hui, les communes et le canton n'ont pas les moyens. Donc, on va chercher où l'argent? Sous les sabots d'un cheval, c'est pas possible. Hein. Mais alors justement, je me tourne vers vous, Aristos, Marcou. La question de Mme Poutala, elle est capitale, les moyens. On n'a plus un copec. Je reçois régulièrement M. Dalbousco, qui est déprimé, de plus en plus déprimé chaque fois qu'il vient chez moi. Il se bat quand même courageusement. Les caisses sont vides, 13 milliards et quelques de dettes. Comment on va trouver les moyens? Alors, déjà, premièrement, j'ai l'impression que pas mal de gens avec qui je discute de ce projet s'imaginent que le but de cette fondation, c'est que ce soit elle qui devienne le maître d'ouvrage et qui construise les logements, les nouvelles industries, etc. et tout ce qu'on voudrait mettre sur le PAV. C'est pas du tout le but. Le but, comme on le dit dans le texte, c'est d'avoir au sein du conseil de fondation représenté l'État, les communes et les partenaires privés. Et puis après, c'est de faciliter aux maîtres d'ouvrage privés la possibilité de construire. Aujourd'hui, vous avez des entreprises entières qui travaillent, qui font un business plan sur la base de rumeurs. Oui. Voilà, exactement. Typiquement, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, M. Pagani annonçait au conseil municipal de la ville de Genève comme quoi il avait trouvé un terrain d'entente avec Émile Frey, qu'Émile Frey allait pouvoir construire je ne sais combien de logements. Le lendemain, on apprenait que la FTI avait décidé qu'il n'y aurait plus de garage sur cette zone-là. Mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a aucune réponse qui est donnée. Quand on demande si on va pouvoir allonger un droit de superficie, c'est pas qu'on dit non, c'est qu'on ne répond pas. Et aujourd'hui, il faut un organisme capable de répondre à ces questions, de manière à ce que les partenaires privés, parce que on le sait, en économie, on a besoin de sécurité. Aujourd'hui, on a une instabilité politique par rapport à ce dossier. Je crois que vous avez résumé très bien en quelques secondes, Madame Poutala. Moi, je suis habité par l'idée depuis le début qu'on nous balance du vent. C'est pire que les éoliennes des services industriels, que c'est une immense escroquerie intellectuelle, qu'en fait, il n'y a rien et que c'est juste électoraliste. Qu'est-ce qui nous dit que de votre part à vous, Monsieur Marcou, candidat à Lancy, vous, peut-être un jour, une liste libérale en ville de Genève, que sais-je? Vert libéral, pardonnez-moi. Qui nous dit que c'est pas aussi du vent de votre part? Non, vous savez, ce projet, je le suis depuis 2005 et il me tient à cœur. Il me tient à cœur parce que c'est le plus grand potentiel, comme j'ai dit, et c'est l'avenir de Genève, c'est ce nouveau centre urbain. Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, personnellement, c'est que ce projet se réalise. Donc, on lui donne les moyens de son ambition. Aujourd'hui, cette fondation permettra justement non seulement d'avoir un seul interlocuteur, mais aussi de recevoir les financements, qu'ils soient publics ou privés. Parce que vous connaissez une caisse de pension qui va aller mettre de l'argent dans les communes ou dans l'État. Je veux dire, il n'y a personne qui est assez fou. Par contre, dans une fondation qui est au clair, où il y a une stabilité juridique, où il y a une vision, où il y a une feuille de route bien établie et où l'agenda est clair, là oui, on a des investisseurs prêts à mettre de l'argent, mais pas n'importe comment. Et Genève en a cruellement besoin. Merci Souputala, merci Aristos Marcou. Restez avec nous, parce que le sujet qui vient nous intéresse tous. Je reviens à vous. Monsieur Berchtold, alors ce Sade vient d'une très grande famille. Son père était ami du régent qui a régné entre la mort de Louis XV et l'avènement de Louis XV. Famille très noble. À partir de quand, dans sa jeunesse, il a commencé, en plus d'une carrière militaire qu'il a commencé, à libertiner, à folâtrer, à faire des soirées un peu spécial au fond, dès son jeune âge? Alors très tôt, en effet, Sade avait une immense admiration pour son père, qui était déjà un modèle du libertin athée, qui pratiquait, on va dire dans des termes d'aujourd'hui, une sexualité complètement libérée. Et ce marquis de Sade a toujours admiré ce mode de vie et au contraire élaboré une haine vis-à-vis de sa mère. Et donc, vous l'avez dit, c'est une famille aristocratique très, très ancienne. Donc, c'est une forme de paradoxe qu'il devienne un des penseurs les plus suggestifs du siècle des Lumières. Genève est la ville qui a donné naissance à Jean-Jacques Rousseau. Il y a 2 ans, la Fondation Bodmer célébrait
le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, on est tout à fait dans la cohérence puisque le marquis de Sade est un des lecteurs les plus perspicaces de Jean-Jacques Rousseau. Simplement, à partir de prémices semblables, il va inverser les conclusions totalement. Alors Jacques Perstol, vous qui êtes justement un spécialiste du XVIIIe siècle, des Lumières, votre bibliographie personnelle est considérable sur ce domaine-là. De Rousseau, d'ailleurs, vous avez énormément écrit sur Rousseau. Comment expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas aujourd'hui cette notion de libertinage? Parce que je crois que c'est une notion qui va beaucoup plus loin que simplement s'encanailler dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des partouzes, au fond. La fonction de transgression est autre. Est-ce que vous arriveriez à nous la résumer, au fond? Oui, alors tout à fait. Il y a 10 ans, la Fondation Bodmer présentait une autre exposition qui avait eu un grand succès, Eros invaincu, et nous avions là notamment le rouleau des 120 journées exposé parmi des documents multiples qui avaient comme dénominateur commun la littérature du libertinage. Avec Sade, on côtoie la littérature du libertinage, mais le propos philosophique est extrêmement fort. À partir des découvertes de Jean-Jacques Rousseau, il faut se débarrasser des préjugés, il faut se débarrasser des superstructures superstitieuses et renouer avec les leçons profondes de la nature. Eh bien, Sade, si l'on veut, demande que l'on prenne au mot cette injonction de Rousseau. Tout le problème, c'est que pour Rousseau, la nature nous conduisait à retrouver une sorte d'orientation de bonté originelle, alors que l'homme dépravé par la culture était corrompu et élaborait, plus il se civilisait, plus il élaborait de la méchanceté. Au contraire, Sade retrouve dans les leçons originelles de la nature des leçons de méchanceté et de cruauté. La nature nous enseigne que chacun doit faire un choix entre être un prédateur ou être une victime. Alors, cet appel à la nature, et je crois que c'est l'un des thèmes de l'exposition, et vous avez beaucoup travaillé dessus, c'est Michel Delon qui est le commissaire, vous êtes avec lui dans le commissariat de l'exposition, vous qui êtes le directeur permanent de la Bodmer, remonte à des sources antiques, remonte à la féodalité, au fond, à des temps ancestraux dont le marquis de Sade se réclamait. Oui, tout à fait. Il y a une ambiguïté ici dans le sens où Sade est indissociable du courant des Lumières, des combats de l'encyclopédie, des combats des matérialistes et des combats des athées contre les superstitions. Et en même temps, il est considéré, et il sera considéré sous la Révolution, comme une sorte de résidu de ce qu'il y avait du pire dans l'aristocratie et dans les grands féodaux qui, en quelque sorte, considéraient le peuple comme devant servir légitimement à l'assouvissement de leurs désirs. Et donc Sade est quelqu'un qui va connaître des ennuis avec la justice et qui... surtout à l'occasion de 3 affaires successives, en 1763, en 1768 et en 1772, sera poursuivi pour chaque fois des pratiques qu'il a eues avec des personnages du bas peuple. Alors, ces affaires sont encore sous le règne de Louis XV, sous l'Ancien Régime. Alors on l'accuse par exemple d'avoir dépravé de très jeunes gens, d'avoir atteint à leur intégrité, de les avoir blessés, on parle même de dissection à un moment. Il y a tout un commentaire fantasmatique de son vivant, de sa contemporanéité même. Mais au fond, il fait 27 ans de prison dans sa vie, il en fait sous l'Ancien Régime, sous le règne de Louis XV, il en fait sous la Révolution, Louis XV, Louis XVI, sous la Révolution, sous le Consulat, sous l'Empire. Il finit les 14 dernières années à Charenton. On ne sait pas que faire de lui, au fond, on l'écarte. Tout à fait. Il interpelle. Quels qu'étaient les régimes politiques, comme on dirait aujourd'hui, c'est un irréductible que aucun système ne pouvait réduire. C'est en cela qu'il est terriblement moderne et qu'il donne des leçons de rébellion et on pourrait dire d'indignation permanente. Alors, les affaires pour lesquelles il a été jugé, il y a une légende noire qui s'est développée après sa mort en particulier, au XIXe siècle,
l'exposition vise précisément à rétablir beaucoup de choses de la vérité. Donc nous avons les archives de police, nous avons les témoignages des prostituées plaignantes, nous exhibons tous ces documents. C'est extraordinaire. Et ça, on peut le voir à la Bonne Mère maintenant. Et tout ça, on peut le voir à la Bonne Mère, y compris les justifications par Sade protestant de ce qui s'est vraiment passé avec ces filles qu'il payait pour leur demander précisément des pratiques très spécialisées. Et il proteste de sa bonne foi, il ne voit pas le problème. Je les ai payées, c'était des filles du peuple qui font ce métier. Il pense qu'on le condamne de façon exagérée. Mais disons que, pour revenir à ce que vous disiez à très juste titre, ce très très long temps d'emprisonnement, c'est surtout le fait de sa propre famille, c'est-à-dire sa belle-mère notamment. Alors, il la fantasme comme son ennemi le plus grave. Sa belle-mère obtient une lettre de cachet pour qu'il soit enfermé à la Bastille. À la Bastille. Voilà. C'était une prison d'État. Il y a eu le donjon de Vincennes, puis la Bastille. On ne mettait pas des gens poursuivis pour droit commun pour des histoires pénales. On mettait des gens que leur propre famille demandait au roi le droit de soustraire. Cette fameuse Bastille qui tombera le 14 juillet 1789, mais le consulat, c'est-à-dire à l'époque du jeune Napoléon, n'est pas moins tendre avec lui, mais là, on le met chez les fous. Et il finit à Charenton. Et là, sa période de Charenton est assez folle, si j'ose dire. Parce que d'abord, il n'y est pas trop mal logé. Il y fait du théâtre. Il y fait faire du théâtre. Tout à fait. Alors, autant dans la Bastille, il s'est découvert, il a approfondi sa vocation d'écrivain et il a écrit parmi ses textes les plus forts et les plus véhéments. Le fameux rouleau, par exemple. Les 120 journées, notamment, Aline et Valcourt, et il a élaboré des romans très très importants, les premières versions de Justine, etc. Mais ensuite, à Charenton, alors il continuera d'écrire, mais on le considère à beaucoup d'égards comme le précurseur de la théâtrothérapie, parce que voyant qu'il était au milieu d'handicapés mentaux, de fous et d'aliénés, il s'est dit, faisons avec cet environnement-là, et il écrivait du théâtre et il le faisait jouer. Et on se déplaçait de Paris pour voir ces aliénés jouer des pièces. Ce qu'on retrouve dans le Marassade. Exactement. Alors il y a les metteurs en scène, à juste titre, ont mis en évidence l'intérêt de ceci. On a deux témoins à notre conversation. Est-ce que ça vous donne envie d'aller voir un peu? Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sous Putala. Je me réjouis d'aller voir, y compris avec mes enfants, puisque vous vous portez garant. Oui. J'espère qu'on aura droit à la visite avec vous, mais j'ai fait plusieurs expositions à la Fondation Baudemer, je n'ai jamais été déçue. Oui, évidemment qu'on rêve de vous avoir comme Cicérone, comme on dit, c'est-à-dire comme un grand merci comme guide. Pour les adultes et qui ne soient pas déçus, je veux préciser que c'est un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire les gravures de toutes les positions. Un peu libertines, alors plus que libertines, les gravures qui sont une sorte d'extrémité en matière d'exploration des possibles de spécialités sexuelles multiples sont réservées à un iPad, sur un iPad qui est délivré seulement aux adultes. Oui, on imagine que les écoles primaires n'auront peut-être pas accès à cet iPad. Non, bon, je vous rassure. Christophe, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous donne envie d'aller la voir? Écoutez, oui, parce que je ne suis pas un fan inconditionnel de Sade. J'ai lu peut-être un petit peu trop jeune les 120 jours de Sodome, et puis j'en suis sorti un petit peu... Voilà. L'écriture n'est pas simple. Non, absolument pas. Et puis je devais avoir 13 ou 14 ans quand j'ai lu ça. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que le personnage en tant que tel, je trouve que dans la société dans laquelle on est en train de faire un retour au puritanisme quand même, et sur divers sujets. Et moi, je trouve que son histoire est effroyablement d'actualité quand même sur certains points. Et puis après, c'est un éternel rebellé, et un éternel rebelle. Ça rebelle. Et moi, j'ai de l'admiration pour les gens comme ça qui ne rentrent pas dans le politiquement correct. Pour terminer, il nous reste 30 secondes, parce que moi, j'aurais envie de parler des heures avec vous, vous en parlez tellement bien. Il est considéré, reprenons le terme de M. Marcoux, comme un rebelle. Mais au fond, ces transgressions, elles sont par rapport à la société de Louis XV, l'absolutisme, par rapport à la religion, il est athée.
mais aussi par rapport à un mode littéraire. En quoi, littérairement, est-il peut-être un révolutionnaire, Monsieur Berchtold? Alors, sa langue, l'Université de Genève va faire en février un colloque à côté de l'exposition qui sera entièrement consacré aux langues au pluriel de Sade. Et je salue l'Université de Genève de faire ça. Eh bien, en effet, il a voulu rompre avec ce qui devenait le courant dominant dans la postérité précisément de ce Rousseau que par ailleurs il aimait beaucoup, c'est-à-dire la sensiblerie et la sensibilité. Et sa langue est considérée aujourd'hui comme un scalpel d'une sobriété, d'une précision époustouflante. Une langue très austère. Une langue extrêmement austère. C'est pas du tout ce qu'on croit. Voilà. Et l'on peut voir à la Fondation Bodmer donc des artistes qui, au XXe siècle, ont tenté de donner une image visuelle de ce plaisir, notamment le plaisir féminin, qui est analysé comme disséqué, vous le disiez. Il n'y a pas eu de dissection, je me porte en faux, il n'y a pas eu de dissection réelle d'enfants, ça c'est la légende noire. Par contre, il a disséqué le plaisir et le désir. Merci infiniment, Jacques Berchtold. Alors moi, je vais vous réinviter un jour pour parler des rats avec vous, parce que dans votre incroyable bibliographie, il y a quand même l'étreinte à Boré, angoisse de l'homme face aux rats dans la littérature et le cinéma fantastique, et puis des rats et des ratières, anamorphose d'un champ métaphorique de Saint-Augustin à Racine. Vous venez parler des rats une fois. Alors, quand vous voulez, je viendrai sans souris dans les poches, mais je viendrai volontiers. Merci infiniment. Oui. Mousse criticus, c'est ce qui rongeait les papyrus. Exactement. Merci infiniment, M. Berchtold. C'est à la Fondation Martin Bodmer à Cologny. C'est jusqu'au 12 avril, vous avez le temps. Merci Soputala. Merci Aristos Marcou. À quand l'érection du premier gratte-ciel? Je ne sais pas. Peut-être dans quelques années. Demain, la question raciale aux États-Unis avec Daniel Warner. Excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.